Entrepreneur connu pour son implication dans l'univers des startups françaises à travers l'incubateur The Family, c'est par son talent hors du commun pour raconter des histoires, dont il est bien souvent le héros, qu'Oussama Ammar s'est fait un nom sur les réseaux sociaux. Entre ceux qui le traitent de super mytho et ceux qui voient chez lui un modèle de réussite, les débats sont plutôt houleux. Et ils le sont d'autant plus avec ses mises en cause dans plusieurs affaires d'abus de biens sociaux et son rapprochement avec le très controversé Yomi Denzel. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à une facette plutôt méconnue du parcours d'Oussama Ammar et qui en dit, selon nous, beaucoup sur le personnage. La vente de la collection NFT Piano King pour près d'1 million d'euros. Ce podcast a pour point de départ le space du collectif AVI du 28 février 2024, mais vous allez le voir, nous avons dû mener une enquête assez approfondie par la suite. Nous vous rendons d'ailleurs compte de cette enquête et vous glissons au passage quelques techniques d'investigation en ligne qui pourraient un jour vous servir. Alors bonne écoute. Tu voulais nous parler d'un projet NFT de Oussama Ammar, je crois. Je vais vous parler d'une escroquerie au NFT à laquelle j'ai assisté. En fait, j'ai vraiment pris part à ce projet. Donc mon histoire, elle commence en novembre 2021. Oussama Ammar annonce dans un post LinkedIn qu'il quitte The Family et qu'il va se lancer dans un nouveau projet blockchain. À l'époque, il faut savoir que Oussama Ammar n'avait pas encore subi sa shitstorm de mythos sur les réseaux sociaux et il bénéficiait encore d'une certaine crédibilité. En fait, c'était du temps où il était à The Family, il était vraiment très très bien vu et malgré les quelques affaires qui l'avaient éclaboussé. Mais là, bizarrement, en fait, il quittait The Family et on allait apprendre que quelques mois plus tard, c'était en mars 2022, je crois, que en fait, s'il quittait The Family, c'était parce qu'il y avait des affaires de détournement de fonds dans la boîte. Donc, voilà pour l'introduction. Alors, moi, je me présente, je suis développeur, donc je travaille dans la Startup Nation. Moi, je suivais Oussama Ammar depuis... j'écoutais souvent ses conférences et j'avais des amis aussi qui étaient à The Family. À l'époque, qui était incubé à The Family. Donc, c'était quelqu'un que je connaissais. J'adhérais pas à tout ce qu'il disait, mais pour moi, c'était quelqu'un qui avait l'air plutôt crédible, même si je commençais vers la fin à avoir de plus en plus de doutes. Mais et ensuite, une fois que ça s'est passé, j'ai bien compris à qui j'avais affaire. Donc, pour en revenir à l'histoire, c'était que Oussama annonce qu'il a un nouveau projet. Et donc, quelques jours plus tard, il dit qu'il va dans un nouveau poste. Il cherche à recruter une équipe pour ce projet. Donc, il n'hésite pas sur les moyens. Il exige une équipe de développeurs back-end. Donc, ça, c'est les termes c'est le jargon technique. C'est tous les développeurs qui vont s'occuper des bases de données, etc. Une équipe de développeurs front-end, une équipe de développeurs blockchain, une équipe de graphistes et une équipe de gens compétents dans le marketing et dans le service après-vente. Donc, moi, quand j'avais lu ça, je m'étais dit, waouh, Oussama Ammar, le mec qui a l'air de vouloir faire un nouveau truc qui a l'air assez consistant, quoi. Enfin, de ce que je pouvais lire, ça avait l'air assez consistant. Et en fait, Oussama Ammar, il bénéficiait d'une espèce, à l'époque, une espèce de halo, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les gens, quand ils le côtoyaient et qu'ils l'écoutaient, ils avaient des étoiles plein les yeux. Ah oui, il exerçait une vraie fascination, quoi. Ah oui. Quand j'étais à The Family, les gens... c'est un gourou, c'est vraiment un gourou, quoi. Et ça me fait marrer parce que récemment, il y a un documentaire Netflix qui est sorti sur Raël, je ne sais pas si vous avez suivi. Quand ils énumèrent les caractéristiques de Raël, des fois j'ai un peu l'impression qu'ils décrivent aussi Oussama Ammar, quoi. C'est-à-dire un gars qui est adulé, les gens le suivent, ferment les yeux sur la crédibilité de ses propos et puis et sont prêts vraiment à le suivre contre vents et marées, quoi, même pour le défendre, même quand il fait de la merde. Et Oussama Ammar, c'est ça. Vraiment, vous avez une équipe, enfin vous avez des gens qui le suivent encore aujourd'hui, hein, malgré toutes ces phrases, qui le suivent, qui vont le défendre et qui vont toujours aller dans le sens
de ce qu'il raconte, même si ce qu'il raconte, c'est complètement de la connerie, quoi, des fois. Donc il annonçait vouloir faire un projet. Alors moi, j'étais libre à ce moment-là et je m'étais dit, par curiosité, j'ai envie de voir ce que ça va donner, quoi. Parce que Oussama Ammar, c'était le mec, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais dans ses conférences, c'était le type qui nous faisait rêver en nous expliquant qu'il fallait construire le nouveau Google français. Donc évidemment, on se dit peut-être que c'est ça le projet dans lequel il va se lancer. Donc moi, je propose mes services. Je lui dis que je suis disponible pour bosser sur son projet, j'ai les compétences, etc. Et donc, il accepte et il me donne le lien du serveur Discord euh, sur lequel, euh, sur lequel tout sera centralisé, en fait. Donc c'est-à-dire que en gros tous les ordres par rapport au projet, c'était un projet complètement freelance, hein, je tiens à le préciser, c'est-à-dire que tout allait se faire à distance, chacun sur son poste. Je rejoins son Discord. Alors, j'ai plus d'informations sur la nature du projet. Alors, moi qui m'attendais à créer le nouveau Google français décentralisé, en fait, le vrai projet, c'était quoi? C'était de faire des NFT à l'effigie de Sofiane Pamar et des NFT qu'on allait vendre à des gens, quoi. Ils allaient vendre des NFT à l'effigie de Sofiane Pamar, donc c'est un pianiste qui est un peu connu en France, et c'est un de ses meilleurs potes, quoi. Donc, bon, alors là, déjà, je déchante un peu, quoi. Je déchante un peu parce que je me dis, c'est pas trop ce que j'attendais. Alors, le lendemain, un jour plus tard, a lieu la réunion Hangout, c'est-à-dire enfin une visioconférence, où Oussama Ammar nous explique en gros ce qu'il veut en fait. Et en gros, il va y avoir à peu près 8000 NFT qu'on va créer, qui seront vendus à l'unité entre 0,1 Ethereum et 2-3 Ethereum. Alors, à l'époque, l'Ethereum, ça valait 3000 euros. Donc, en gros, vous aviez 8000 NFT qui allaient être vendus entre 300 euros et 10 000 euros l'unité, en fait. En réalité, ce sont 8 séries de 1000 ventes de NFT qui étaient prévues. La première série de ventes, déjà réalisée au moment où notre témoin s'exprime, s'est en effet faite au prix de 0,10 Ether. La seconde était prévue à 0,20 Ether. Et les prix étaient alors supposés croître à chaque série de ventes. Les informations sont encore aujourd'hui visibles sur le site du projet Piano King et en utilisant l'outil Wayback Machine, on peut même voir encore certains détails tels qu'ils étaient donnés fin 2021. Et donc, à un moment, je me rappelle, ça c'est vraiment le centre névralgique de l'histoire, c'est que dans la conversation dans visioconférence, il y a un des développeurs parce qu'on n'était pas tout seul, on était 50 personnes, à peu près 50-60 personnes. Et il y a un des développeurs qui pose la question à Oussama. Il dit c'est bien beau tout ça, mais niveau rémunération, comment ça marche? Et alors là, accrochez-vous bien. Il y a Oussama qui répond alors, rémunération, en fait, on est sur un projet open source, donc il n'y a pas de rémunération. Si vous voulez vous rémunérer, vous achetez un NFT et vous vous paierez sur la plus-value quand ça explosera. Mais texto, c'était ça qu'il nous avait dit. D'accord. Et donc vous travaillez gratuitement, mais en fait, c'est une fleur. Alors, en fait, moi, quand j'ai entendu ça, c'est bon, j'ai décroché. Je fais non, Oussama Ammar, tu n'auras pas une seule ligne de code que je te produirai pour que tu te barres avec le magot. Mais donc, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, c'est bon, franchement, mon temps vaut mieux que ça. Donc, j'ai pas bossé sur le projet. Par contre, je suis resté sur le Discord juste pour suivre l'avancée des travaux et en me disant ça va forcément se casser la gueule, les mecs ne vont pas bosser gratos pour ça, quoi. Je veux dire, c'est pas possible. Surtout que niveau technique, il y avait une certaine exigence, c'est-à-dire que c'était pas juste un petit site web à faire, non, il y avait quand même des smart contracts, etc., une blockchain à configurer.
Donc, c'était pas un petit projet. Et donc, moi, je m'attendais à ce que le projet se casse la gueule en cours de route. Et en fait, contre toute attente, bah non, j'ai été complètement surpris. Le projet a été jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils ont tout bouclé, le site web, la partie graphique, la partie back-end, la configuration des NFT sur OpenSea, etc. Tout était fonctionnel au bout de 2 semaines. Notre témoin semble ici penser que tout a commencé fin novembre 2021, après l'annonce du départ d'Oussama Ammar de The Family. Les choses se sont en fait passées de manière un peu différente. En effet, comme nous le montre la Wayback Machine, le site Piano King existe au minimum depuis le 17 novembre 2021. En regardant quand a été réservé le nom de domaine pianoking.com, les informations Whois nous donnent la date du 26 octobre 2021. Si on regarde l'historique du développement du projet sur GitHub, cette fois-ci, on voit les premières traces du développement du projet à la date du 16 novembre. Quant au fameux serveur Discord, il est lui actif depuis le 15 novembre 2021. Oussama Ammar lui-même déclare sur ce serveur Discord que le projet aurait commencé depuis le 12 novembre. Donc sachant que le lancement public de Piano King a eu lieu le 8 décembre, cela donnerait 4 semaines pour mettre en œuvre ce projet. Alors, c'est bien plus que 2 semaines, c'est le double, mais ça reste remarquablement rapide. Par ailleurs, contrairement à ce que pense notre témoin, les gens qui ont travaillé sur cette première phase du projet ont bel et bien été payés. Mais nous y reviendrons. Et c'est pour ça que je vous disais au début, ce type est un gourou. Parce qu'il arrive, sa vraie force, son vrai coup de génie, c'est qu'il arrive à faire bosser gratuitement pour lui des gens, rien qu'en leur racontant des histoires, quoi. Et ça, c'est assez fort. Donc la première partie, c'était on faisait appel aux devs et tous les techniciens. Et la deuxième partie, on allait faire appel à toute l'équipe marketing, qui elle aussi, apparemment, travaillaient bénévolement. Enfin, de ce que j'ai compris, ils étaient aussi bénévoles. Et donc, eux, leur mission, c'était de démarcher, faire du porte-à-porte, en gros, pour que les gens achètent des NFT. Et aussi, il y avait une hotline, c'est-à-dire il y avait un service pour aider les gens à bien verser leur argent là où il fallait. Parce qu'en fait, ces NFT-là, c'était pas facile à acheter. Il fallait déjà avoir un portefeuille sur la blockchain Ethereum, donc ce qu'on appelle un wallet. Donc ensuite, il fallait rajouter les sous, les convertir et tout, parce qu'en fait, tu pouvais pas payer ton NFT en euros, tu le payais forcément en Ethereum. En fait. Donc c'est pour ça qu'il y avait une équipe technique qui était aussi là pour guider les gens à mettre bien leurs sous là où il fallait. Alors accrochez-vous bien parce que ce qui s'est passé sur cette partie de l'histoire est assez fou en réalité. Les gens qui l'ont aidé à vendre le projet à ce moment-là l'ont bel et bien fait de manière bénévole, mais pas n'importe comment. Oussama Ammar les a invités dans un château pour participer à cette aventure pendant 48 heures. Et le mieux, c'est encore de laisser la parole à ceux qui ont participé à cette expérience très particulière. Ce qui se passe ici est exceptionnel. Moi, j'ai fait plein de trucs dans ma vie, mais un truc comme ça, avant les gens levaient des fonds, mais c'est devenu ringard ça les gars. Maintenant on lève des armées. C'est finalement le fan club le plus exclusif du monde. Qu'est-ce qui s'est passé? D'où est-ce que tu reviens? Quelle était la particularité des dernières 48 heures que tu viens de passer? Et donc, l'événement, c'était quoi? Donc, Oussama a décidé de regrouper 50 personnes dans un château, dans l'Oise, à 1h30 de Paris, pendant 2 jours. Tout était offert. Le fait de se loger dans un très beau château, le fait de pouvoir consommer des boissons et de la nourriture illimitée, le fait d'être au chaud dans des locaux tout neufs, le fait de pouvoir faire la fête avec l'équipe, le fait de pouvoir avoir des concerts privés de Sofiane. Tout ça a été offert et la contrepartie, c'était d'essayer en 48 heures d'aider le projet à passer un cap qui était le cap des 1000 nouveaux NFT qui étaient à vendre à ce moment-là, qui ont été débloqués à ce moment-là. Au début du projet,
Oussama, pour rameuter des gens, hein, quand il faisait la présentation de son projet, il nous expliquait quasiment texto, ne ratez pas le nouveau Bitcoin, ça va exploser, vous allez être super riche. Enfin, vraiment le discours classique, quoi. Donc ça, c'était le discours qui tenait avant de commencer le projet. Et à la fin du projet, donc une fois que tout avait été, enfin les 2000 NFT étaient vendus et que la bulle NFT venait d'exploser, il a changé complètement de narratif. C'est-à-dire que les gens commençaient à se plaindre en disant « Ouais, bon, ils sont où mes plus-values, Oussama ? Il n'y a aucun volume sur OpenSea. » Enfin, je veux dire, tout le monde s'en fout des NFT de Sofiane Pamar. C'est assez évident. Donc, Oussama Hamar, il a changé de narratif et il est plus... le nouveau narratif concernant le projet, c'est de dire c'est un projet qui n'avait jamais pour vocation d'être spéculatif. C'est un projet communautaire fait par des fans de Sofiane Pamar dans le but d'aider l'artiste. Voilà, ça n'avait pas de but de faire du profit, quoi. Il a vraiment changé ce narratif de « vous allez être riche » à « non, en fait, vous l'avez fait par solidarité envers un artiste ». Alors, y a-t-il eu changement de narratif ? Ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il y a chez Oussama Hamar un véritable don pour faire rêver avec des choses assez floues. Regardez par exemple ce petit extrait. Les NFT, c'est aussi mystérieux que la magie. Mais finalement, qu'est-ce que la magie ? C'est pour ça qu'il a fallu un sorcier pour permettre à Sofiane de réaliser un NFT. Certaines vont valoir plus que d'autres parce que les droits qu'elles offrent, pendant des années, on peut imaginer des usages qu'on n'a même pas encore pensé aux NFT. Quelque chose qui est digital devient unique. Puis petit à petit, c'est des personnages que l'on connaît. Et un jour, on va pouvoir commencer. Globalement, la promesse, c'est que ce projet allait aider à faire décoller la carrière de Sofiane Pamar et que cela ferait du même coup prendre beaucoup de valeur à ce NFT. Écoutez. Sofiane Pamar, aujourd'hui, il est connu à son échelle. Dans 10 ans, l'idée, c'est qu'il va être connu x 100. Et ce NFT, l'importance de le lancer maintenant, c'est que si tu acquiers ce NFT, tu as une partie d'un artiste qui commence à boomer, qui a déjà boomé dans certains milieux, mais qui va faire encore x 100 au niveau de sa notoriété. Et donc, déjà le prix du NFT, vu que c'est un outil un actif, il va augmenter normalement. Je veux dire, c'est comme si tu avais Madonna, au bout de ses 3 premières années de carrière, elle te disait, si tu veux, tu peux acheter un bout de ma carrière et il n'y en aura que 10 000. Et la valeur de ce bout de ma carrière, il risque d'augmenter si ma carrière augmente. Le projet a aussi fait quantité de promesses d'avantages à venir, notamment à travers des NFT dits héroïques ou légendaires. Le problème, c'est que ces avantages n'étaient supposés devenir disponibles qu'à partir de 3000 ou 4000 ventes. Or, une fois les 2000 premiers NFT vendus, les responsables du projet ont décidé de stopper les ventes. Toujours grâce à notre Wayback Machine, on peut voir que c'est quelque chose qui a changé dans le temps. Il était initialement prévu que l'activation de ces pouvoirs NFT spéciaux ait lieu dès les 2000 premières ventes. Donc oui, clairement, on voit que des choses ont changé, on voit que le projet n'a pas tenu ses promesses. Par contre, le narratif est resté globalement le même. Booster la valeur des NFT en boostant la carrière de Sofiane Pamar. Mais ça posait fondamentalement problème parce que le comment était trop flou. Oussama Hamar, d'ailleurs, justifie lui-même ne pas avoir de compte à rendre sur le sujet. Alors, par contre, en ce qui concerne qui a touché ce capital de crypto, bon, je pense que, bon, là, je peux rien affirmer, enfin, je n'affirme rien, c'est que des suppositions, mais je pense qu'avec beaucoup de probabilité, Sofiane Pamar a touché son petit pactole, et il est possible que dans la prod de Sofiane Pamar, ils ont aussi touché leur petite bourse d'Ethereum, quoi. Ça me paraît assez évident. Mais en tout cas, pour tout ce qui est développeur, il n'y a rien.
technicien et tout. Moi, si vous voulez, j'ai encore le message, c'est est-ce que tu es chaud pour bosser bénévolement? Alors, qui a touché l'argent au final? Eh bien, cela, on peut en avoir une idée en regardant les transactions sur la blockchain Ethereum où sont enregistrés tous les mouvements. Si je me rends sur le site Etherscan et que je rentre l'adresse du compte qui gère le projet Piano King, on y voit le retrait des fonds collectés. Ici, par exemple, 100 Ethers à la fin de la prévente, puis leur distribution à un certain nombre de comptes. On voit bien ici le versement de 2,5 Ethers à 5 comptes. Et parmi ces comptes, on peut voir un certain Mads Theo. Et ce Mads Theo, on le connaît, souvenez-vous, c'est le développeur qui a réalisé le développement technique des NFT Piano King, qu'on retrouve par exemple ici sur GitHub. On le retrouve aussi sur le site pianoking.com sous le pseudo White Knight, Chevalier Blanc. Il est donc bien clair que ce développeur ainsi que d'autres ont bien été payés. On voit sur le site Piano King une liste de 4 noms mis en avant de manière similaire à ce White Knight. Or, il y a précisément 4 paiements similaires à celui fait pour Mads Theo à la même date. Il est donc très probable qu'il s'agit du paiement des prestataires de ce projet. On voit d'ailleurs qu'il bénéficie d'un autre paiement un petit peu plus tard. On peut voir par ailleurs d'autres paiements plus importants à Sofiane Pamar, à son manager, à son frère Adam Pamar et ici à Oussama Hamar. Alors après, soyons honnêtes, l'argent passe par de multiples comptes et nous n'avons évidemment pas identifié chacun de ces comptes ni les causes qui peuvent être à l'origine de ces transactions. En plus, il y a des transactions dans différents sens, il y a certainement de l'argent distribué à des gens de cette équipe qui ont servi à payer d'autres prestataires en dehors de la blockchain. On se doute par exemple que l'événement qu'Oussama Hamar organisé dans un château pour y faire travailler gratuitement ses troupes a dû lui coûter un peu d'argent. Nous ne pouvons donc pas complètement dire comment l'argent collecté a précisément été réparti et dépensé. Selon Oussama Hamar, 200 000 € auraient été investis dans le projet. Or, celui-ci rapportait environ 1 million d'euros. On voit bien, en effet, 300 Ethers collectés par le projet. Ça donnerait donc environ 800 000 € de marge bénéficiaire et sur ces 800 000 €, la moitié, soit 400 000, aurait été réinvestie dans le projet. Bon, nous avons quelques doutes sur ce réinvestissement des 400 000 € qui aurait dû être fait dans le projet. Passons. L'autre moitié serait allée à 80% à Sofiane Pamar, soit environ 320 000 € et à 20% à Oussama Hamar, soit environ 80 000 €. Quand on regarde les flux allant de manière certaine vers les comptes d'Oussama Hamar, c'est plutôt 120 000 € que nous décomptons. Mais s'il a par exemple avancé lui-même l'argent pour les fameuses 48 heures passées dans le château par les bénévoles du projet, ça donnerait un total relativement cohérent. Finalement, et comme c'est très souvent le cas avec Oussama Hamar, les avis sont extrêmement partagés sur cette affaire. Ce que nous pouvons dire d'emblée, c'est que ce projet n'est pas une escroquerie manifeste comme par exemple le projet NFT Honeymoon relayé par Marc Blatta. Il y a bien eu de vraies récompenses délivrées à certains possesseurs de NFT Piano King. Et l'essentiel des fonds est bien allé à Sofiane Pamar et à son équipe de production. Il y a eu aussi une communauté d'investisseurs dans ce projet qui est restée active pendant près de 2 ans, ce qui est plutôt long si on compare par exemple au projet Crypto Champions de Yomi Denzel, disparu des radars quelques mois après avoir récolté pas loin de 8 millions d'euros. Par contre, les gens qui ont cru à la promesse d'un investissement à long terme de 5 à 10 ans selon Oussama Hamar en sont pour leurs frais. Aujourd'hui, les NFT ne valent presque plus rien, le projet est à l'arrêt et une grande partie des promesses n'ont pas été et ne seront vraisemblablement jamais délivrées. Le discours enthousiaste mais aussi flou et subtilement changeant d'Oussama Hamar tout au long de cette histoire laisse finalement apparaître une réalité claire. Les grands gagnants du projet sont Oussama Hamar et Sofiane Pamar. Les perdants sont ceux qui les ont crus sans jamais vraiment pouvoir profiter des quelques cadeaux qui ont malgré tout été faits durant les mois où le projet aura été actif. Voilà, vous avez désormais tous les éléments pour vous faire votre propre opinion sur ce sujet qui, d'après nous, est assez révélateur de la manière dont fonctionne le phénomène Oussama Hamar. À bientôt.